Alors bonjour tout le monde et re-bienvenue à Sur la route de l'horreur, le podcast en fait. Re-bienvenue en ce vendredi après-midi. Merci de commencer votre week-end avec nous. J'espère que vous avez une bière parce que nous, on a une bière. Donc aujourd'hui, on élargit nos horizons un peu parce qu'on se transporte en Europe. Oui, cette semaine, on a un artiste assez exceptionnel qui se nomme John Capone. John Capone est l'homme derrière les couvertures du magazine L'Écran Fantastique depuis quelques années. Donc, on a vraiment hâte de discuter avec Monsieur Capone. Mais avant les gars, le petit tour de table horrifique. Comment s'est passée votre semaine côté horreur? Et je commence Salut les zombies! Salut les zombies! Alors, hey, si on dit pas ton nom, c'est parce qu'on veut pas te parler. Fuck off! D'abord, moi aussi j'ai ma bière, hein, évidemment. Hein, on se rappelle les bières philosophales qui sont très bonnes. Et puis je dis bonjour à tout le monde, hein, puisque personne me dit bonjour. Ok? Alors bonjour! Bla bla bla. Non. Alors, tour de table horrifique. Jasmin, comment s'est passée la semaine? Oui. La semaine s'est passée très bien. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, j'attends une petite fille d'ici peu, très excitée. Et le week-end dernier, c'était mon shower. Ma copine et moi avons été très gâtés, évidemment, là, plein de cadeaux, de la bouffe. On a fait ça de forme virtuelle. Alors, évidemment, on ne pouvait pas avoir les gens à la maison. Triste, mais au moins, on était capable de se contenter de ce qu'on avait avec le virtuel. Et à ma grande surprise, évidemment, moi et Eve, nous sommes des grands fans d'horreur. Ben, on a été gâtés, la petite a été gâtée un peu en linge d'horreur, si on peut dire ça comme ça. Alors, mon coup de cœur de la semaine, ben, c'est le linge d'horreur que j'ai reçu pour la petite, de la part, entre autres, de Martin. On a un beau petit chandail avec des personnages, ici Jason, Freddy, Leatherface et Pinhead. On a I Love Zombies, j'aime les zombies, évidemment. Et un autre petit chandail de la part de Pascal avec d'autres petits personnages. Cool, moi, c'est vraiment mon favori, celui-là. Ouais, on l'aime bien gros. Alors, j'ai bien hâte d'avoir la chance d'habiller la petite là-dedans. Évidemment, qui sait, peut-être que c'est une future fan de films d'horreur. Je vois pas comment qu'elle pourrait pas l'être, évidemment, avec un père et une mère. Tu connais pas ça des rebelles, toi, encore. Hein? Ah, on sait jamais, effectivement. Mais ça a été mon coup de cœur horrifique de la semaine, les gars. Hey, fait plaisir. Et toi, Martin, comment s'est passée ta semaine? Ah, écoute, j'ai été en train de regarder Friends depuis le mois de décembre et je l'ai enfin terminé cette semaine. Et je me suis dit, aussitôt que je termine Friends, je commence la série de Twilight Zone. V'là quelques mois de Twilight Zone, le coffret. Alors, il fallait que tu commences par Twilight Zone. Ici, Friends, on n'en a rien à faire. Pour pas dire, on n'en a rien à foutre, ok? Ben, c'est pour ça que t'es pas notre friend. Pas tout. Alors, le Twilight Zone que j'ai commencé à écouter cette semaine, c'est incroyable comment la qualité de l'image et du son, c'est exactement le genre de choses que je recherche quand je veux réécouter quelque chose qui est de très loin. Je pense que le Twilight Zone date maintenant de 50, presque 60 ans. C'est-tu le nouveau coffret Blu-ray? Je l'ai aussi. Seulement 15$. C'est ça, exactement, moi aussi. Sur 156 épisodes à écouter, à peu près, je pense que c'est quelque chose comme 80 heures d'écoute. Je suis commencé et je ne suis pas déçu. J'adore The Twilight Zone. J'ai toujours hâte de voir ce qui va se passer à la fin. Si vous n'avez pas le coffret, achetez-vous ça. Ça vaut vraiment la peine. J'ai également le coffret, mais je n'ai pas vu encore, comme d'habitude. Hein, toutes les semaines, je n'ai pas vu qu'est-ce que vous parlez. Donc, je vais aussi essayer de le regarder. De mon côté, en fait, j'ai reçu un film. En fait, non, j'ai été chercher chez Film Fanatique à Montréal. Pour ceux qui ne connaissent pas Film Fanatique au marché aux puces Saint-Michel, le film Pin, que je n'ai jamais vu non plus.
Mais j'ai toujours voulu voir ce film-là quand j'étais jeune. Je voyais la pochette, puis j'étais comme, ah, ça a l'air intéressant. Donc, je vais essayer de regarder ça bientôt. Ensuite, la semaine dernière, je parlais de mon amour des suites et j'ai reçu When a Stranger Called Back. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais vu ça et j'avais eu la chienne, comme on dit en québécois. Donc, je vais vouloir écouter ça bientôt. Et l'autre chose que j'ai fait quelque chose d'un peu fou. Tu sais, sur Facebook Marketplace, les gens mettent beaucoup de films à vendre. Et je me suis fait une tournée d'achat jeudi dernier avec Danny Dagenet. Danny Dagenet qui écrit les Tales from Otherworld. Je suis parti et en tout, j'ai été chercher 209 films. Wow. On est parti à 4 heures et je suis revenu chez nous 1 minute avant le couvre-feu. À cause de la COVID, on a le couvre-feu. Mais pourquoi tu fais ça? Tu les regardes jamais, tes films. Ça c'est pas vrai. C'est vrai. Non, c'est vrai. Écoute, jamais tes films. Mais non. Écoute, on est parti de Blainville, en fait. On était à Dollard-des-Armeaux, Montréal, Repentigny, Terrebonne et 3 places à Saint-Jérôme pour revenir. Finalement, t'as propagé le COVID partout. Il a fait 209 km, en fait. 209 km pour 209 DVD. 209 films, Elzambar. Mais c'est ça. Donc, il y a beaucoup de films dans ça que j'ai quand même, que je vais donner, revendre, mais il y en a vraiment, vraiment beaucoup que j'ai pu avoir puis rajouter dans ma collection. Et il y avait aussi un petit peu de films d'action du Jean-Claude Van Damme que j'aime toujours regarder. JCVD. Alors, tour de table horrifique terminé. Elzambar, je vais t'inviter à rentrer dans cette conversation. Je suis là. Eh oui, pas toi. Tu viens de me dire que tu m'invites à rentrer dans la conversation. Donc moi, j'en profite. Moi, mais ça, on a l'habitude. J'aimerais avoir John Capone avec nous, s'il vous plaît. John Capone. Pas toi. Ok. Ah oui. Bah écoute, moi, John Capone, c'est un ami depuis... je sais même plus. C'est un mec que j'adore. Si on se fait à ton âge, ça doit être un ami depuis 65 ans. Et le mec il dit ça alors qu'il regarde des séries des années 50. T'es plus mon ami toi, ok? John Capone, ok, c'est maintenant. Non, en fait, j'ai pas envie. Parce que vous m'avez énervé, mais non, je déconne. Hello, John. Bonjour, John. Salut. Ça va bien? C'était le maintenant le plus long de l'univers. T'as vu, c'est un maintenant. Il arrive maintenant. Ces hommes blancs, tu t'habitues. Écoute, John, moi, j'ai vu... Non, il est déjà habitué. Il me connaît, mais depuis longtemps. Oui, depuis 65 ans. Voilà. Écoute, John, moi, c'est vraiment ces hommes blancs qui m'a présenté qui était John Capone avec tous les livres et tout, les magazines Écran Fantastique, on va parler plus tard. Ton travail est vraiment, vraiment incroyable. Je me posais la question, ça a été quoi les éléments déclencheurs là, qui ont relié l'horreur à vraiment ton côté artistique et pourquoi que tu as commencé à travailler dans ce milieu-là? Alors, moi, j'ai toujours aimé ça. Hein. J'ai toujours aimé les films d'horreur. Je crois que j'ai commencé à regarder les premiers films d'horreur, je devais avoir 12 ans. J'ai toujours adoré ça. Quand j'étais ado, déjà, ce que je faisais, c'est que j'avais été louer une cassette vidéo dans un vidéoclub. Pour ceux qui ça parle, qui sont donc forcément vieux. Et du coup, à l'époque, en fait, tu sais, ça se faisait pas encore les photos de vendre les jaquettes. Et du coup, il s'était fait voler la jaquette par un gars du film Backtest. Et j'avais fait avec un montage, tu sais, mais à l'arrache, en fait, avec un collage et tout, et une photocopie couleur. Je leur avais fait une jaquette qui était pas dégueulasse, d'ailleurs. Et puis, et je pense que c'était prédestiné, en fait. J'ai toujours aimé ça, en fait, voilà. Depuis plus loin que je me rappelle, en fait. Hey, j'aimerais ça voir la jaquette
Est-ce que t'as fait? Je vais te dire, je connais toujours le gars qui tenait le vidéoclub et apparemment il l'a toujours la jaquette. Faut que je la retrouve. Oui, Wow. Chaud. ça serait vraiment, vraiment le fun de pouvoir voir cette jaquette-là. Je pense qu'avec le recul, j'aurais un peu honte, mais Ben non, c'est le même parcours. l'intention était là. Quelque part. Et, et le nom John Capone vient de où, en fait? Tu veux la version officielle ou tu veux quoi comme version? Dis-moi, je ne sais pas, je ne sais guère. Non, mais en fait, avant, je signais l'hérétique. Pour ceux qui, je pense que, je sais pas si Stéphane me connaissait déjà quand je signais l'hérétique, mais, C'est qui, Stéphane? mais Ben oui. Elles ont blard, pardon. Voilà, malheureusement. Oui, ben ça, mais on se connaît tellement depuis longtemps qu'à l'époque, je m'appelais Stéphane. Depuis, je suis mort et je suis Elzambla. Mais à l'époque, regarde, Voilà. tellement c'est vieux, il a des cheveux blancs maintenant, John. Tu vois? T'as vu? Et on ne peut plus naturel. C'est complètement vrai. Et du coup, le truc, c'est, je signais l'hérétique et en 2009, j'ai eu une période vraiment très, très, très difficile à vivre. Et il fallait qu'il y ait une part de moi justement qui meure, et donc l'hérétique qui est resté. Et quand je suis revenu avec de nouvelles œuvres, je savais pas comment les signer. Et comme mes initiales, mes vraies initiales, c'est JC, j'ai cherché John et Capone. Et il y avait vraiment aucune raison. Ça a pris à peu près 3 secondes et demie, tu vois. Et il y a un mec qui me suivait du temps de l'hérétique et qui a écrit un grand texte en disant mais ouais, bien sûr, en partant de John Wayne et d'Al Capone et en expliquant de manière hyper intelligente, tu vois, pourquoi John Capone. Et alors que ça m'a pris 3 secondes sans réfléchir, et du coup, j'étais ouais, c'est ça. C'est vraiment drôle. Et l'autre fois, j'ai été, lorsque j'ai été porter des bières philosophales à Elzamblar, il m'a montré des livres qui s'appelaient Sac à cadavres. Je sais pas si Zamblar, ah, voilà. Eh oui, je les ai toujours, mon petit gars. Je les ai toujours. Regarde, ça, c'est le numéro 2. Avec, on peut déjà voir toute une folie de John. Hein. Avec moi, il y a un truc que j'adore dans le 2. Bah, j'ai plein de choses. Mais regardez ce visuel complètement fou. C'est un truc de malade. Ce gars est malade. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a le sac à cadavre 3 où, figurez-vous, alors là, je n'ai plus qu'une chose à vous montrer pour vous dire, ça date de 2011, les gars. Hein, ok. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Oui, on voit le Zombla. Vous voyez, hein? Je vous racontais pas des conneries quand même. Hey, comme si on n'avait pas assez de l'avoir juste au podcast, il faut qu'il soit sur le livre. Mais, en fait, je feuilletais les livres. C'est des livres qui sont pas faits pour tout le monde. En fait, c'est quoi ces livres-là, Sac à cadavres? Si, ils sont faits pour tout le monde. Ah oui. Comme dirait Elvira dans la version française, quand il y a du sexe et de la violence, il y en a pour tous les goûts. Donc, c'est bien. Mais... Je vais en donner un à ma fille de 6 ans. On va attendre un petit peu quand même. Mais, non, mais en fait, c'est des fanzines en fait qui sont partis de frustration à cause de boulot qui n'était pas édité et que j'avais envie d'éditer dans un truc. Et comme j'adore les gens à poil, j'ai mis un présentateur à poil de manière complètement gratos. Et ça a fait beaucoup parler. En fait, bizarrement, c'est les punks qui sont plus lâchés sur le premier exemplaire de Sac à cadavre. Et non, en fait, c'était vraiment cool de pouvoir réaliser ça. Et puis j'en ai fait 5 au total. Il y a plein de gens qui ont participé, dont Elton Blard, qui sont joints à mon délire et ça, c'était cool. Ça n'a pas de prix. Et est-ce qu'il y a. Attends. Moi, je vais rentrer un peu plus dans le détail, bordel, parce que moi, il y a un titre qui est fabuleux, et puis il faut que je vous le lise. Parce que dans le Sac à cadavre numéro 2, les sous-titres sont extrêmes. Du gore, du cul, du con, du trash, de la culture et des lapins. Alors là, explique-nous ça un peu. Ça vient d'où tout ça? Il y en a pour tous les goûts. Moi, c'est surtout les lapins qui m'intriguent. Non, en fait, c'est pareil. Ça date. C'était pile. En fait, j'ai fait le 1, je signais encore l'hérétique.
Et quand j'ai fait le 2, justement, j'ai eu cette période à vide. Il a mis 2 ans à sortir le 2, hein, par rapport aux autres, si j'en sortais un après tous les ans. Mais le 2 a mis 2 ans à sortir parce que j'ai eu ce gros passage à vide. Et c'est un ami qui m'a vraiment incité à continuer, qui s'appelle Vincent Souillon. Et en me faisant plein de dessins dedans. Et il m'a demandé s'il y avait un thème que je voulais en particulier. Et comme j'avais la tête un peu, j'ai dit ouais, des lapins. Voilà. Et du coup, c'est devenu même des lapins tueurs venus d'ailleurs, tu vois. C'était voilà, des lapins. J'ai eu une multitude de lapins. C'était pas. On a perdu quelqu'un. Ouais, on a perdu quelqu'un, mais non, c'est normal. C'était même pas Pâques. Non, même pas. Alors, comment ça se fait? T'aurais pu mettre des œufs, du coup. Ah, mais non, c'était pas Pâques, je suis con. Oui, c'est vrai. Mais par contre, t'as pas mis des œufs, mais qu'est-ce qu'il y a comme paire de couilles? C'est quoi l'histoire du truc? Hein? Il y a des tas de mecs à poil, par contre, il y en a peu de femmes. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Moi, je comprends pas ça. Hein? Il y a une obsession là-dedans, non? Ouais, j'adore les beats, déjà. Et puis aussi parce que, en fait, au début, quand j'ai demandé à des gens de poser pour moi, j'avais un modèle en particulier, Luc. Puis ensuite, d'autres sont venus s'ajouter qui étaient des garçons, en fait. Et les filles sont arrivées que plus tard, en fait. Elles ont eu plus de mal à venir se déshabiller devant mon écran. Mais c'est vrai que, par contre, dans le 4 et le 5, déjà, il y a beaucoup plus de filles. Et maintenant, dans mes montages, il y a de plus en plus de filles aussi. Donc, le 5 a été mis en marché quand? Est-ce que ça fait longtemps? En 2013, je crois. 2013? Et est-ce qu'il va en avoir d'autres éventuellement, ou c'est vraiment quelque chose qui est un ancien projet qui ne va pas revenir? Ou... Non, alors, il n'y aura plus jamais de sac à cadavre en tant que tel, parce que... plein de raisons, en fait. Par contre, il y aura certainement... plein de raisons. Non, mais non. Après, là, tu déconnes. Tu déconnes. Non, je suis désolé. Il n'y aura plus de sac à cadavre. De toute façon, il n'y a pas de raison. Non, John, je ne suis pas d'accord. D'abord, tu vas nous donner une raison, sinon, tu es obligé d'en faire d'autres. C'est clair? Alors, en fait, la première raison, c'est que Luc n'existe plus. Alors ça, sans Luc, pas de sac à cadavre. Par contre, il est possible que je fasse quelque chose qui soit dans le même genre, dans le même goût, mais certainement avec un peu plus de classe, parce qu'en fait, je me suis habitué à des productions un peu plus gracieuses, un peu plus, tu vois, avec un peu plus de palette. J'aimerais bien faire un truc en couleur. J'aimerais bien faire un truc, j'aimerais avoir, mais il faut que j'attende d'avoir les moyens de mes ambitions déjà pour ça. Bon, ben. Tu penses pas que ce que tu faisais à l'époque, quand même, c'est quand même trash, hein, on le sait, c'est écrit dans le titre. Hein. Mais est-ce que tu penses que si tu refaisais ça, on va dire quasiment à l'identique, est-ce que ça passerait maintenant, tu sais, avec la fameuse morale actuelle, qu'est-ce que ça donnerait à ton avis? Oh, mais ça passait déjà pas à l'époque, avec la fameuse morale de l'époque. Donc, non. Je pense que ça poserait pas de problème en particulier. En fait, les gens ont toujours été choqués plus ou moins par le cul. À un moment donné, ça a fait vendre. Et puis, la fois d'après, on rhabille les gens pour les faire... pour les faire vendre aussi, c'est-à-dire en fait on met des strings à des gamines pour en faire des lolitas et du coup on veut plus voir les gens tout nus, mais par contre on se délecte de trucs qui pour moi sont plus dégueulasses. Donc en fait la nudité dans mon bouquin c'était gratuit et c'était surtout une façon de dire aussi aux gens être à poil c'est pas la mort, c'est pas grave, c'est bon, personne ne va t'atomiser parce que t'es tout nu. Quand t'es venu au monde à la base t'avais pas de fringues, tu vois. C'est pas méchant. Et c'est vrai que mes modèles sont à poil dans le bouquin de manière complètement gratuite. C'est pas ça le trash du livre. Hein. Le trash, c'est plus les films d'horreur qui sont abordés, certains sujets un peu underground ou des artistes underground. Le trash, pour moi, c'est pas la nudité. La nudité, elle est gratuite pour le coup parce que oui, effectivement, alors elle est pas montrée artistiquement, c'est plus mange mes couilles sur ton nez que oh mon Dieu que c'est joli. Mais par contre, c'est vrai que par contre, c'est vrai que c'est gratuit, mais c'est aussi pour dire aux gens, regardez, le mec est à poil, mais c'est pas grave, on s'en fout. Je veux dire, à la rigueur, il aurait pu être en scaphandre, ça aurait rien changé au truc, quoi. Sauf que les gens ont été moins choqués. Et c'était pas dans le but de les choquer, mais justement dans le but de leur dire, écoutez, franchement, c'est pas grave. Pas grave, regardez, vous avez vu un mec tout nu. Il y a plein de gens qui vont faire oh mon Dieu, et il y a plein de gens qui vont faire oh. Ça dépend pour qui.
Ça dépend pour qui, parce que moi, je suis un gros fan de trash, puis tu sais, on parle, mettons, de trauma, c'est un petit peu la même affaire, tu sais, j'ai vu le dernier film, là, Nukem High Volume 1, puis les femmes, tu sais, à un moment donné, ils commencent à se battre à coups de pénis, c'est vraiment bizarre, c'est trash, là, mais je pense que qu'est-ce que Zomblar il disait par rapport à la morale d'aujourd'hui, c'est un petit peu des deux côtés. T'as le côté où ce que oh my god, il faut qu'on censure tout, puis t'as l'autre côté où ce que tu vois des choses sortir que jamais t'aurais vu dans le passé. Tu sais. Je pense rien qu'un exemple. Vas-y. Je suis pas forcément d'accord sur ça parce que, en fait, dans le passé, moi, je me rappelle dans les années 80, j'étais un gosse. Et alors, bon, en France, il y avait une émission qui s'appelait Colarico Cowboy, je crois, un truc comme ça, qui était présentée par Stéphane Collaro et où tu avais une nana qui se mettait à poil tous les soirs. En fait, elle avait juste un string avec les poils la touffe années 80, tu vois, qui dépassaient. Et en fait, le truc, c'est que tu avais ça tous les soirs pendant que tu étais à table en train de bouffer à 19h30, tu vois. Tu avais tes vieux au bout de la table. Toi, t'étais là, waouh, mon Dieu. Il y avait un côté normal. Rappelle-toi l'époque érotica de Madonna aussi, où elle était à poil de A à Z, elle cachait absolument rien. Les gens ont toujours été choqués par ça, alors que ça existe depuis un millénaire. En fait, c'est vraiment l'esprit, je pense. Je pense que c'est vraiment dû à l'esprit. D'abord, c'est dû à la religion. C'est-à-dire, en fait, avant ça, les gens avait pas cette espèce là on associe forcément la nudité au cul, ce qui est pas forcément valable. Tu sais, il y a des gens qui ont vu le premier sac à cadavre et qui m'ont dit juste en feuilletant les photos, j'aime pas les PD. Et j'ai dit à la personne, j'ai fait mais attends, à aucun moment tu parles de PD dans le bouquin. Alors déjà, on va pas se parler longtemps parce que moi-même j'aime les garçons, mais je veux dire autrement, à quoi d'où t'as vu un PD dans le livre, enfin, où t'as vu marquer ça ou quoi? Il y a aucune interaction entre deux mecs, tu vois. Et la personne, c'est juste parce qu'elle a vu le modèle tout nu. Et donc, elle a associé un mec à poil devant lui à PD. Le chemin est tellement réducteur. C'est terrible. Regarde, je suis obligé de te couper parce que nous, on va associer des questions en rafale avec toi. On va voir si on arrive à te choquer ou en fait si ça va être juste plate. Mais bon, pas grave. Ça se peut que ça soit juste plate parce que j'ai des questions. Ah ouais, bon, ben c'est Martin alors qui va. C'est sûr, avec Martin, ça risque d'être plate, mais vraiment grave. Mais je te laisse avec lui, je suis désolé. Regarde qui parle. Les questions, il y en a qui sont quand même simples, il y en a d'autres que c'est un petit peu plus bizarre, drôle. Mais je vais commencer avec la première. C'est quoi ton affiche de film favorite? Mon affiche de film favorite. C'est difficile. Panique sur Florida Beach. Non, Mars Attacks. Ça, c'est vrai, c'est bon. Qui est ton artiste favori? Voilà. Giger. Oh, c'est vrai, c'est un très bon choix. Tout ce qu'il a fait, c'était de l'art. Si tu avais la chance de faire une affiche de film porno, dans quelle direction est-ce que tu te dirigerais? Quel style d'affiche que ce serait? Oh, j'adorerais faire un style de film d'affiche à l'ancienne. C'est genre vraiment le truc genre peinture, tu vois, hyper classe et tout machin. Voilà, genre autant en emporte le vent, mais version cul, ça serait très très drôle, ouais. En porno, ça serait une belle version. C'est quoi le projet que tu as eu le plus de plaisir à faire? Travailler sur Elvira. Voilà, sur l'édition française de Elvira en France. Voilà. Wow, ça a dû être la fun, c'est sûr. Pour qui est-ce que tu aimerais le plus travailler? Pour qui est-ce que j'aimerais le plus travailler? Là, honnêtement, je n'ai pas vraiment de réponse. Mettons, OK, c'est une bonne réponse. Question quand même drôle, mais quel est ton magazine d'horreur favori? C'est l'écran fantastique. OK, c'est sauvé. Si tu pouvais faire l'amour avec une actrice ou même un acteur, qui aimerais-tu que ce soit? Éric Balfour. Je connais pas, mais ça doit être un bon choix. Alors, première saison de Buffy contre les vampires. Premiers épisodes, le pote d'Alex. Et aussi la première victime dans le remake de Massacre à la tronçonneuse.
Voilà, par Marc C'est Hamill. bon à savoir. Ouais. Excellent film. Si tu avais la chance de rencontrer Richard Amzell, le créateur d'affiches de films comme Indiana Jones, qu'est-ce que tu lui dirais? Bonjour. C'est tout simple que ça. Qu'est-ce que tu préfères utiliser comme outil pour créer tes affiches? Comme outil? Oui. Photoshop en général. Photoshop, mais par contre, très souvent, je triche et je passe par plein d'autres logiciels aussi. J'arrive à faire un espèce de bidouillage et si j'arrive pas à faire ce que je veux, ça m'arrive même de tirer une image, peindre dessus, la rescanner et la rebidouiller derrière. Donc, mais en principalement Photoshop. Ton docteur te dit que tu as le cancer des 2 mains et que tu dois te faire amputer pour éviter que le cancer se propage. Avec quoi décides-tu de continuer à dessiner? Mais je crois que j'abandonne parce que je suis pas doué ni de mes pieds ni de mon cul, donc je vois pas vraiment ce que je pourrais faire. Là. Vraiment, non, j'abandonnerai. Un chat noir passe devant toi en dessous d'une échelle lors d'un vendredi 13. Comment réagis-tu? Je pense que ça me ferait beaucoup rire. Je dirais, oh, merde, c'est pas donné à tout le monde! Un fan t'a-t-il déjà demandé de signer une réplique d'une affiche que tu as créée? Ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois d'ailleurs, j'ai de la chance. Ouais. Est-ce que tu demandes de l'argent pour? Non, pas du tout. Limite, j'ai envie de payer la personne, tu vois, pour la remercier. Si tu pouvais aller dans le passé pour parler avec toi-même, quel conseil te donnerais-tu? Quel conseil je me donnerais? Changer de Sors-toi les perruque. doigts du cul, essaye de faire des trucs un peu mieux que ça. Voilà. Arrête de te branler. Changer de perruque aussi. Fais gaffe à tes cheveux, tu vas les perdre, tu seras obligé d'en avoir des faux. Si on te demandait de dessiner quelque chose inspiré de la COVID, que dessinerais-tu? Une pièce vide avec juste une personne dans un coin. Ah, ouais. Et si le magazine Fangoria te demandait de faire les couvertures de leur magazine, accepterais-tu? Bah, non seulement j'accepterai, je leur ferai gratuitement, et en plus de ça, je pense que je pourrais plus me retenir d'aller aux toilettes constamment, si tu veux, tellement je me fais. C'est jouable. C'est bon, j'ai fini pour mes questions. Merci beaucoup d'avoir répondu. Merci à toi, merci. Ah, mais je comprends, je suis un grand fan de Fangoria depuis des années et des années. Et je suis très content que le magazine ait renaît de ses cendres, en fait, parce qu'il était disparu pendant quelques temps. Puis, le magazine est un peu cher, ça revient, en dollars canadiens pour vous, c'est rien, là, mais ça revient à 20 quelques dollars la copie. Mais je trouve que ça vaut la peine. Moi, en France, quand on le fait importer, ça coûte une blinde. Hein. Ah oui? Ça coûte une blinde aussi. Nous, je crois que j'avais payé le dernier que j'ai fait venir, je l'avais payé pas loin de 20 € avec les frais de port aussi. Hein. Ah, oh boy! 20 € en plus. Ouais. Écoute, merci Martin. Je veux qu'on parle de ton travail, comme vraiment ton travail personnel avant de vraiment rentrer dans le sujet de l'écran fantastique. Stéphane, là je me suis trompé encore, Elzumblard va nous passer des images de ce que tu fais. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ça. Ton inspiration vient de où pour faire ça, justement? Celle-ci s'appelle Big Brother ou l'étrange odeur des larmes de ton cul. C'était intéressant. La première qu'on avait vue, c'était. Qu'on avait vue, c'était. Dis à ta maman que tu ne seras pas là pour la télé. C'est drôle parce que tu as vraiment plusieurs styles différents, en fait, au sein que c'est dans l'humour, que dans le gore ou que dans vraiment le plus artistique en tant que tel. Donc, tes thèmes, ils viennent de où? De l'inspiration du moment, de l'envie du moment, et aussi aussi du modèle d'ailleurs, bizarrement. C'est-à-dire si quelqu'un pose pour moi, je peux me retrouver alors que j'avais une idée en tête particulière, avec la photo que je vais prendre de la personne, elle va m'inspirer autre chose et du coup je vais faire certainement cette autre chose.
Mais ouais, en général, c'est un peu ma vision de la vie, ma vision des choses. Puis est-ce que la Celui-ci a la provocation. tête dans le cul. C'est très intéressant, pardon. Ouais. Et est-ce que ça. Est-ce que la provocation est un peu un leitmotiv de ton travail ou c'est vraiment juste. Non, j'aime ça, mais j'aime ça naturellement. C'est-à-dire, en fait, vraiment, j'aime ça. Ouais, j'aime ça naturellement. Ouais, vraiment. En fait, je considère même pas que ce soit vraiment. Je sais pas. Oui, si, peut-être de la provocation, mais c'est plus fait pour m'amuser moi que pour choquer l'autre, en fait. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. J'ai l'impression que c'est un peu clair comme la soutane d'un curé, ce que je vous raconte, mais c'est vrai que pour le coup, pour le coup, je ne fais pas une œuvre en me disant ah, elle va bien choquer celle-là. Non, 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 je le fais vraiment pour me faire plaisir. Tu fais de la musique aussi? Alors de la musique, non. Par contre, je chante. J'écris des textes, ouais, et je chante aussi. Cool. Parce que là, ici, on a un clip que tu as fait il y a quelques années au juste. Est-ce que tu écris des textes de musique? Est-ce que tu en fais vraiment souvent ou c'est juste quelque chose une fois de temps en temps, for fun? Alors, en fait, j'aimerais en faire beaucoup plus, mais je j'ai pas assez de musiciens autour de moi et j'ose pas. En fait, j'ai pas encore une fois tu vois, les moyens de mes ambitions. Là, c'était d'ailleurs ce clip, c'est le clip d'une reprise d'une chanson de Marc Lavoine et Catherine Ringer. Qu'est-ce que t'es belle. J'ai aussi fait une chanson qui s'appelle Bad Time, pour laquelle j'ai fait un clip, et j'ai aussi fait une reprise de Trust Me de Phoebe Légère. Je sais pas si vous connaissez Phoebe Légère, qui est non, alors vous la connaissez peut-être en tant que la petite amie de Toxic Adventure dans Toxic 2 et 3. Okay. Ah. Et elle a aussi une carrière de chanteuse qui est formidable et c'est quelqu'un que j'aime énormément et avec qui j'ai eu la chance de pouvoir discuter par internet et c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup et j'étais hyper fier de reprendre sa chanson. Elle a eu la gentillesse d'ailleurs de me filer les paroles, les tablatures, enfin tout quoi et elle a aimé le résultat donc je suis un peu plus fier. Le vidéoclip qu'on a vu, c'est une création de qui? Alors en fait, on a été deux sur sur l'idée et sur le comment on appelle ça, le storyboard aussi que j'ai fait moi entre autres. Par contre, au niveau de la réalisation, on a tourné tout ça dans mon salon et c'est Sylvie Pouet qui chante en duo avec moi sur cette chanson, qui a fait absolument tout ce que vous voyez à l'écran. Elle l'a fait en 3D et elle a tout monté elle-même et c'est incroyable. Elle a fait un travail titanesque. Je vais aller jeter un coup d'œil. Ouais, ce clip est vraiment extraordinaire et c'est vraiment pas n'importe quoi. Par contre, nous, on est capable de faire du n'importe quoi. Ok? Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de partir dans n'importe quoi. All right, here we go. It's time for n'importe quoi dehors, n'importe quoi de peur, n'importe quoi on the road of the terror. Superbe chanson thème encore de Rémi Fréchette avec Elsa qui se dandine. Donc oui, comme vous avez pu entendre, petite chronique n'importe quoi. Jasmin, cette semaine, tu vas nous parler de quoi exactement? Eh bien, messieurs, cette semaine, je vous parle de la communauté d'horreur. J'ai découvert ce phénomène. Tu sais, je veux dire, moi, l'horreur, comme j'ai mentionné dans le passé, ça faisait pas énormément de partie de ma vie quand j'étais plus jeune. Évidemment, oui, j'ai vu des films ici et là, mais c'est étant un peu plus vieux là, que j'ai découvert là, des classiques. J'ai rencontré Martin. Martin, encore une fois, m'a fait découvrir plein de films. Et par la suite, évidemment, j'ai commencé à faire des conventions. Et c'est là que j'ai remarqué que la communauté d'horreur, c'est une communauté qui était plus présente que je pensais. Première convention que j'ai faite, Fan Expo, il y avait la petite section d'horreur organisée par Rumorg. Et honnêtement, autant que c'était une petite section, on voyait vraiment l'engouement et vraiment là, les gens étaient là pour avoir du fun, mais étaient là aussi entre eux autres pour entre amis, puis se rencontraient, puis parlaient avec les invités, parlaient avec des gens qui se connaissaient pas. Je veux dire,
on voyait vraiment là, une genre de fraternité, si on peut dire, entre eux. Et de plus en plus, plus que j'allais à des conventions, plus que j'ai vu là, que ça prenait de plus en plus d'ampleur. Et par la suite, bien évidemment, avec les réseaux sociaux, les groupes de communautés d'horreur, que ce soit pour la vente de films ou les collectionneurs ou juste des critiques ou quoi que ce soit, on voit vraiment en gros là, que c'est une communauté qui prend de plus en plus de place et c'est vraiment le fun. Moi, j'ai rencontré tellement de monde à travers ça, ayant eu la chance de faire, comme je disais, des conventions. J'ai rencontré Steve pour la première fois dans une convention. Et moi, t'as eu la chance de me rencontrer, J'ai moi, ça rencontré c'est. Elsa Blanc pour la première fois. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est juste beau à voir. Je veux rajouter un petit quelque chose dans ce que tu dis. Vas-y. C'est grâce à ces conventions-là que tu as rencontré la femme de ta vie. Aussi, entre autres, pas à travers la convention, mais vous qui aviez rencontré Eve dans une convention, qui l'avait engagée par la suite comme maquilleuse sur un plateau de tournage. Moi, j'y étais. Je l'ai rencontrée pour la première fois, évidemment. À l'époque, elle avait son chum. On ne s'était pas vraiment parlé, mais c'est là qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Effectivement. Puis là, En fait, le gars, j'ai compris. Tu as écumé toutes les conventions, tous les tournages pour te trouver une blonde. Mon saligo, va. C'était mon truc, effectivement. Et ça a fonctionné. Alors, tu sais, jusqu'à récemment, je veux dire, il y a eu le Requiem où j'ai eu la chance de travailler avec Martin et Steve. Et on voit vraiment que d'année en année, ça prend de l'expansion. Les gens viennent, les gens se rencontrent, se rassemblent. Et je dirais honnêtement, quoi de mieux là, qu'un endroit pour se rencontrer en tant que passionnés. Malheureusement, avec la COVID, on manque ça énormément. On n'a pas la chance là, de se voir autant qu'on aimerait, mais heureusement, avec les réseaux sociaux, comme je disais, je pense qu'on est dans une ère actuellement où est-ce qu'on a la chance quand même de profiter de la communauté d'une autre façon. Alors, je crois que si on est chanceux, peut-être dans la prochaine année, on va avoir la chance de profiter de cette communauté, mais en vraie personne, puis on va pouvoir se donner des gros câlins là, ici et là. Requiem, please, Ouais, Requiem. c'est bon. Oh, laisse faire les câlins, mon saligo. On sait ce que tu veux. Non, moi je dis qu'on va arrêter là ces bêtises là, et puis on va reprendre avec John parce que ça, c'est intéressant. Donc, John, on va rentrer un peu dans le... Tu parlais au début que tu faisais aussi des pochettes. On a parlé beaucoup de l'écran fantastique. Tu fais aussi des jaquettes de DVD qu'on voit présentement. Comment tout ça a commencé? Disons qu'on commence par les jaquettes de DVD, te faire approcher pour faire Amityville, la jaquette de l'Amityville ou autre truc de Elvira, quoi que ce soit. Comment ça a commencé? Parce que c'est quand même des projets qui sont très intéressants et très le fun. Ouais. En fait, ça a commencé surtout justement à cause de l'écran fantastique, parce que comme j'ai fait les coups de l'écran fantastique en premier, du coup ça a plu, j'imagine, à quelques personnes qui sont venues me demander combien je prendrais pour faire telle ou telle jaquette. Backfilm, entre autres, en premier, en éditeur. Et voilà, en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé par faire quelques jaquettes pour eux, et puis ils avaient très envie de sortir Elvira depuis un moment, et moi je faisais littéralement chier tout le monde pour sortir Elvira, Maîtresse des Ténèbres depuis longtemps en France, parce qu'il était sorti ni en DVD, ni en Blu-ray, rien du tout, à part en cassette vidéo. Et du coup, moi j'avais découvert en cassette, c'est devenu un de mes films cultes, vraiment. Et un jour, Olivier Bach m'a appelé en me disant qu'ils avaient eu les droits d'Elvira en France, et donc on a pu le sortir. Il faut savoir d'ailleurs que j'ai été tellement fan du projet que j'ai pas fait la première jaquette, c'est-à-dire le devant. J'ai demandé à Backfilm, alors je vous montre la jaquette d'ailleurs. Je fais n'importe quoi, c'est à l'envers. Voilà. Et il faut savoir que le devant, en fait, ça a été fait par Jérémy Payet, qui est un artiste dont j'adore le talent et qui du coup
du coup, en fait, j'aimais tellement le film, je me suis dit, quoi que je fasse, ça n'ira pas, ça me plaira pas. J'avais envie de mettre tout le film dedans, j'avais peur d'en mettre trop ou pas assez. J'avais peur de pas savoir vraiment rendre justice au film que j'aimais trop. Donc du coup, il a fait le devant et le derrière. D'ailleurs, très belle image aussi. Petit monstre derrière, je sais pas si vous voyez bien, mais il est très très chouette. Et, euh, et moi, j'ai fait par contre tout l'intérieur. Donc il y a tout un petit livret à l'intérieur qui est très très chouette. Alors ça va parler par contre à merde à Elzomblard, pardon. Parce que, en fait, il y a un petit côté sac à cadavre à l'intérieur en fait. Je me suis vraiment fait plaisir en fait à travailler là-dessus et j'ai fait la même pour Toxic Avenger dont je suis absolument fan, mais un fan méchamment méchant. J'oublie à chaque fois que ma caméra a du mauvais côté du truc, voilà, tac, voilà comme ça. Oh, c'est de toute beauté. Et c'est pareil, c'est Jérémy Payet qui l'a fait. Et là, c'est encore pire parce que à l'intérieur, non seulement j'ai fait les visuels voilà, des DVD et des Blu-ray, mais j'ai aussi fait vraiment tout le petit truc qu'il y a dedans. Je me suis même fait, alors j'ai appelé les copains dessinateurs, etc., pour qu'ils fassent, ils se tapent un petit trip dedans au niveau dessin. J'ai appelé Vivien Duval, j'ai appelé plein d'autres gens. Et là, je sais pas si vous voyez, mais j'ai un caméo en dessin ici, là où j'ai mon doigt. Je fais n'importe quoi, ici, paf. Voilà, il y a moi à côté de Toxic. John, t'as 5 doigts, on ne sait pas où tu l'as mis. Et attends, il y a carrément la couverture de Sac à Cadavre 5 qui a été de l'autre côté, pardon, ici, qui a été reprise à l'intérieur parce qu'il y avait Toxic dessus. Donc c'est vraiment c'est du Sac à Cadavre là. Je trouve ça vraiment le fun parce que des jaquettes de films comme ça rappelle un peu l'époque du VHS. Des jaquettes, c'est rendu une œuvre d'art. Je veux dire, on voit beaucoup de compagnies reprendre des films et leur faire des jaquettes originales. Et ça rend les thèmes encore plus spécial, plus original, plus collectionneur, si on veut. Je veux dire, moi, de mon côté, quand j'achète un film et qui vient avec une jaquette spécifique qui a été créée par un dessinateur ou quelqu'un de spécial, je veux dire, ça rend l'expérience encore plus le fun. Alors, je trouve ça, comparé au VHS dans le temps, je me rappelle quand on allait dans les clubs vidéo, je veux dire, on regardait les jaquettes de VHS, c'est ça qui c'est la première chose qu'on voyait, ça nous tapait à l'œil, puis c'est ce qui rendait l'expérience vraiment le fun. Oui, parce qu'avant, il n'y avait pas... Avant, il n'y avait pas Internet, donc t'arrivais là, la seule chose qui pouvait vraiment vendre le film dans un club vidéo, à part s'il jouait sur une télévision, là, c'était la jaquette. Puis on dirait que ça s'est perdu, là, ça, milieu des années 90 jusqu'à, je ne veux pas dire tout récemment, mais presque tout récemment, là, les jaquettes, tu mets plein de DVD normales d'horreur un à côté de l'autre, tandis que tu mets plein de VHS d'horreur des années 80, 90, tu fais comme wow, tu veux tout acheter ça, mais pas ça. Fait que c'est le fun qui font ça comme celle que tu as dans les mains présentement, là. Escalofrio, que j'ai fait pour Uncut Movies. Là, par contre, c'est vraiment un montage de moi. C'est pareil, je sais pas si vous voyez bien. En plus, elle brille un peu, donc c'est pas évident. Mais c'est pareil, je me suis vraiment éclaté dessus. J'ai même fait le poster qui est à l'intérieur parce qu'il y avait carrément un petit poster joint. Il y a 2 éditions, il faut savoir. Hein. Il est sorti sous 2 éditions et j'ai fait un poster pour chacune. Et voilà. Du coup, c'était vraiment vraiment cool à faire. Et j'adore ça. Celle-ci, alors, je sais pas si vous connaissez le film Night of Fear. Non. Night of Fear, c'est un film qui a plus qu'inspiré, je pense, Massacre à la tronçonneuse, parce qu'il y a des plans qui sont littéralement pompés dessus, hein, vraiment, dans Massacre à la tronçonneuse. Et le visuel du film, en fait, là, c'est moi qui l'ai créé complètement, de A à Z. Et on m'a laissé carte blanche. Je me suis même amusé à mettre des faux bouts de scotch derrière, tu vois, pour m'amuser à. J'ai même découpé le petit carré, voilà, pour le code barre. Ça doit être tellement satisfaisant de voir tes œuvres d'art sur ta passion. C'est littéralement ça que c'est.
Puis je regarde, Ouais, je regarde vos DVD puis vos Blu-ray comme qu'est-ce que tu me montres. Puis tabarouette, c'est vraiment des beaux boîtiers que vous avez comparé à nous autres. Ah, mais les éditions européennes de tous les films ici au Québec, il y a beaucoup, beaucoup de gens maintenant qui vont acheter les éditions européennes en faisant c'est beaucoup mieux. C'est tellement plus beau, tellement plus. Sont merveilleuses vos pochettes. Là. C'est parce que John, il fait toutes les jaquettes. Ça, c'est Devon Whitehead. Yeah. Vous connaissez Devon Whitehead, vous savez. Oui. Ouais, Devon Whitehead qui a fait le visuel. Et j'ai fait, alors après, moi j'ai fait toute la mise en page qu'il y a au dos, évidemment, je suis toujours de travers, qu'il y a au dos, et aussi tout ce qu'il y a dedans. Et je me suis vraiment éclaté, tu vois. Donc je sais pas si vous allez bien voir à l'écran, mais je me suis vraiment éclaté à l'intérieur. Il y a même Skinner en film bonus, et je me suis éclaté à faire, tu vois, des visuels qui vont sur les rondelles, etc., et qui rendent, j'espère, le mieux possible. Wow. Et c'est vraiment chouette, tu vois, de pouvoir travailler là-dessus. Ça, c'est vraiment cool. Ouais, ben, tu vois, John, t'es tellement gentil que tu vas nous en envoyer, hein? C'est drôle, je m'en allais dire la même chose. Je suis cap. Je suis cap. Tu me fileras une adresse. Si on pense, si on pense à l'écran fantastique, John, bon là, l'écran fantastique est arrivé un peu avant les pochettes qu'on vient de parler. Comment c'est arrivé l'écran fantastique? Parce que l'écran fantastique, c'est quand même extrêmement gros. Moi-même, petite fierté présentement. Non, Stéphane, donne-moi, Elsa Blard, donne-moi toute l'attention, s'il te plaît. Je veux montrer le magazine Écran Fantastique qui date de 2012, où est-ce que dans la section toxique, j'ai 2 pleines pages de Under the Scares. Et je me rappelle d'avoir acheté ça. J'étais à Bruxelles, vraiment content. Le magazine est extraordinaire. Comment que... Stop, arrête, on est en train de voir ton érection, mec. Rien là, nous, on est en train de voir le logo sur ta face. Quand t'apparais, t'es juste en arrière du logo, fait qu'on voit pas ton visage. Ah, il l'a enlevé. C'est pas grave, on voit ton érection pareil, Ben. Alors, John, l'écran fantastique, comment c'est arrivé dans ta vie? Quand j'étais gosse, on a vraiment deux gros magazines sur le cinéma fantastique et horreur en France. C'est Mad Movies et l'écran fantastique. Quand j'étais plus jeune, je lisais Mad Movies. Après, en grandissant, j'ai lu l'écran vers 14-15 ans. J'ai commencé à lire l'écran fantastique qui est plus développé, peut-être un peu plus sérieux. Et puis, encore quelques années après, il y a eu le magazine qui s'appelait Toxic, qui est sorti chez nous. Qui était un magazine à part entière et qui était absolument génial. C'était un magazine entièrement sur l'horreur. Et du coup, j'adorais ce magazine. Au point vraiment que je les ai tous collectionnés. Et je les ai toujours d'ailleurs. Et j'avais envie, je rêvais de bosser pour Toxic. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ils ont même publié un de mes dessins quand j'étais gosse, enfin, quand j'étais beaucoup plus jeune. Et c'était chouette, vraiment. Donc, Toxic, j'ai vu un jour sur Internet, on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux et de ce qu'ils peuvent amener, j'ai vu un jour sur Internet un mec mettre le logo Toxic en disant le retour de Toxic, et j'étais fou, mais vraiment j'étais tout fou, j'ai fait waouh Toxic, donc je dirais que j'ai été liker la page, et ensuite j'ai vu que ce serait un complément de l'écran fantastique. Et du coup, j'ai fait, bah c'est pas grave, je suis quand même content, tu vois quoi. Et il y a un gars, je sais pas qui, il faudrait un jour que je regarde, qui a posé la question à Alain Schlokoff, le rédacteur en chef, ce sera quoi la première couve de Toxic? Et Alain a répondu, je sais pas, faudrait que je demande à un graphiste. Et là, honnêtement, j'ai dû avoir 12 ans d'âge mental parce que tu vois, en vrai, j'ai pas du tout confiance en moi et en mon travail. Et là, j'ai sauté sur le truc en disant, moi, prenez-moi, vous le ferez, je vous ferai le poirier, je vous ferai tout ce que vous voulez. Et du coup, Alain m'a dit, bah, écoutez, envoyez-moi une œuvre. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et il a aimé. Et suite à ça, il m'a demandé si je voulais faire les couvertures de Fantastica, qui sont aussi à l'intérieur de l'écran fantastique. J'ai divisé ces 3 magazines en un. Et j'ai fait donc les couvertures de l'écran, celle de Fantastica. Puis, un jour, il m'a dit ce qu'il voulait faire les couvertures du magazine lui-même, ce qui était un peu différent parce que c'est ça qui donne envie aux gens d'acheter ou pas le magazine, c'est le frontal, comme le reste, en fait. Et du coup, c'était chaud parce que j'avais vraiment peur de me foirer. Et au final, non, j'ai fait du bon travail et ça a bien marché. Et depuis, régulièrement, je fais des couvertures pour l'écran. Et en tout cas, je continue de faire toutes celles de Toxic et Fantastica.
C'est merveilleux. Ouais. C'est très, très, très merveilleux. Les pochettes elles sont toutes au top d'ailleurs. Hein. Il faut le préciser. Elles sont extraordinaires, ces pochettes. T'es chanceux, John. Parce que normalement, Zomblard, il insulte les gens, mais avec toi, je sais pas pourquoi, il t'envoie des fleurs constamment. C'est parce que, je vous rappelle que le gars, il me connaît depuis longtemps et ce visuel du genre, c'est lui qui me l'a fait. Hein. Donc, moi, je l'aime, John. Mais ce que tu montres, c'est super beau. C'est juste ta face qui est laide. On va arrêter de s'insulter parce qu'on est rendu au temps de l'émission où est-ce qu'on fait une anecdote. Malheureusement, cette semaine, c'est Elsa Blard qui va faire une anecdote. On est pogné par l'entendre parler pendant 5 minutes. Donc, peux-tu nous raconter ta petite anecdote qui contient beaucoup? Ouais. Alors, je vais vous raconter un truc qui est sympa parce que à l'époque où j'étais vivant, que j'habitais en France. Bon, vous imaginez que j'étais en France avec mon accent. Fut un temps lointain où je tournais des petits courts-métrages cheap, horribles, qui coûtaient vraiment une misère. Et je me suis retrouvé à faire un petit court-métrage dans ma ville qui était Arles, dans le sud de la France. Et ce petit court-métrage était en fait une fausse bande-annonce d'un tueur en série. Et en fait, ça s'appelait Série Arles, du nom de ma ville, Killer, donc Serial Killer. Enfin, vous avez compris, vous n'êtes pas trop bêtes. Enfin, vous, je sais pas, mais tout le monde aura compris. Et en fait, il y a un moment, on doit tourner une scène dans une espèce d'usine abandonnée, vraiment, où il n'y a rien, et il n'y a jamais rien eu là-dedans. C'est abandonné depuis très longtemps, donc on se dit, allez, on y va, on sort tronçonneuse, des litres et des litres de sang, et avec mon tueur en série qui avait un masque sur lui, c'était une comédie, donc on faisait un peu n'importe quoi, vraiment cheap, hein, je vous le dis. Si jamais vous avez l'occasion de le voir, n'ayez pas honte, enfin honte pour moi peut-être, mais vous pouvez y aller. Et en fait, on en a mis partout, tronçonneuse, les bruits de tronçonneuse dans un hangar immense, ça résonne. Et puis d'un coup, qu'est-ce qu'on voit arriver? Plein de voitures qui passent dans cet endroit-là, qu'en fait, personne passe d'habitude. Il n'y a personne. Et là, on les regarde et qu'est-ce que c'est? Et là, de toutes les voitures, une bonne dizaine de voitures, qu'est-ce qu'on voit? Des gars du SWAT directement, les gars en tenue de combat, prêts à tout défoncer à l'horizon. Et nous, on regarde ça, qu'est-ce qui se passe? Et bon, nous, on avait un bruit de tronçonneuse quand même hein, dans le truc, c'était quelque chose d'affreux. Et puis les gars nous regardent, qu'est-ce qui se passe? Il y en a 2 qui viennent nous voir. Mais là, quand il y a des gars du SWAT qui viennent vous voir, franchement, c'est un peu impressionnant. Hein. Malgré tout, on a éteint la tronçonneuse parce que, bon, on ne voulait pas leur faire peur. Et puis les gars viennent nous voir. Bon, messieurs, on ne sait pas ce que vous faites là, mais on ne veut pas le savoir non plus. Vous devez partir. Il y a urgence parce qu'ici, on est pour une opération spéciale. Ok, je dis, mais monsieur, moi, j'avais un peu une grande gueule, je vais le voir direct. Et puis, j'ai dit, vous savez, on est en train de tourner un petit film d'horreur entre nous, c'est gentil, on fait pas de mal. Qu'est-ce qu'on peut faire pour finir, quoi? Bon, je vais aller voir mon commandant. Et moi, je pars, je les vois voir le commandant et je vois miraculeusement quelqu'un que je connais au milieu des agents du SWAT. Donc, je vais le voir et puis je dis, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Etc. Alors, tout le monde est en train de me regarder et parler au gars. Et puis là, il me dit, on est les agents de sécurité de la prison de Marseille. Et on vient faire une opération spéciale justement dans cet endroit parce que c'est désert pour faire comme s'il y avait un évadé de grand calibre. Et nous, on est là pour le rattraper. Donc, on est là pour ça. Mais on est surpris de vous voir, quoi. J'ai dit, nous aussi. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait? Il va falloir que vous partiez parce que là, il y a les hélicoptères, il y a tout le monde qui va arriver. Donc, vous pouvez pas rester. OK. Puis moi, avec ma grande gueule, je vais dire au commandant, je dis, on s'en va, mais en fait, j'ai besoin de gens policiers qui courent après mon tueur en série, ça vous tenterait pas? Et puis, le gars, il me dit, attendez, puis il se renseigne sûrement plus haut placé, et il revient me voir, il fait, je suis désolé, mais... là, on n'a vraiment pas le temps, mais on peut vous le faire malgré tout si vous demandez les bonnes autorisations. Je dis ok, écoutez, on va finir notre scène, ça va durer 5 minutes et on s'en va. Donc, on a rallumé la tronçonneuse, on a mis du sang partout pendant 5 minutes et on est parti en leur faisant « Salut les gars, merci, au revoir ».
Mais là, on veut voir le film. Il va falloir que tu nous trouves le film. Ouais. Ben oui, il n'y a pas de problème. Je vous mettrai ça dans les liens quand ça va sortir sur les plateformes. Pas de souci. Merci les gars. Merveilleux. Anecdote juteuse, c'est toujours intéressant. Et toi, John, tu dois avoir une anecdote de ce style-là comme vraiment intéressante à pouvoir nous conter. Parce qu'on aime ça, les anecdotes. Alors j'en ai une que j'aime profondément. C'était quand j'étais à Paris en 2004. Il y avait une exposition Giger au musée de la Halle Saint-Pierre. Et donc j'y étais, je sais pas, 8 ou 9 fois, je sais plus. Et parce que je suis fan de Giger et du coup c'était drôle parce que il doit y avoir mon ADN sur plein de trucs de Giger parce que j'ai roulé des patins à de malheureuses toiles et qui m'avaient rien fait du tout, tu vois. J'ai touché tout ce que je pouvais, quoi. Et alors que j'ai vu un gars se faire reprendre juste parce qu'il avait fait comme ça sur une toile, tu vois. Et du coup la dernière fois que j'y avais été, il y a une dame qui était derrière le guichet qui me dit waouh, mais vous venez souvent, vous? Et je dis oui, oui, oui. Et elle me fait, vous savez qu'il est en dédicace telle date? Toi, non, je savais pas du tout. Et donc j'y vais le jour de la dédicace. Il y avait mon meilleur ami d'Angoulême qui était venu avec moi pour voir ça. Il voulait voir Giger et moi dans la même pièce. Et il y a une amie de Paris qui est venue aussi et il y avait une queue gigantesque, il y avait des gens, ça attendait, c'était terrible et il y avait tout un escalier en colimaçon à descendre. Ensuite il y avait tout un hall et au bout de ce hall tu avais des gens qui coupaient, tu sais, devant les autres pour laisser passer au fur et à mesure. Et après ce que j'avais pas vu encore, c'est qu'il y avait tout un amphithéâtre à descendre et en fait il y a le gars qui était juste devant moi. On avait acheté un pauvre appareil photo tout pourri, tu sais, jetable pour pouvoir prendre une photo. Il y a le gars qui était devant moi qui demande s'il peut prendre une photo. Et la dame qui coupait devant les gens fait non, non, les photos sont interdites. Du coup, je dis eh merde, bon, tant pis. Et puis en fait, là, elle coupe pile devant moi, elle me regarde, elle me fait allez-y, je vous reconnais, vous pouvez y aller. Et je dis non, non, mais moi, j'y vais pas sans eux, en parlant de mes potes, tu vois. Et là, elle demande au gars de la remplacer, elle me fait, suivez-moi. Et là, elle faisait passer tout le monde d'un côté, et nous, elle nous fait passer de l'autre côté. Et là, elle me fait, venez avec moi. Puis, qu'est-ce qu'elle se fait? Elle me fait, je vous reconnais, je vous reconnais. Je fais, hein? De quoi? Et puis, alors, si ça se trouve, il y avait des caméras de surveillance. Elle m'a vu en train de faire la grosse mouche, là, sur les toiles et tout. Donc, j'ai pas compris, tu sais, mes pieds touchaient le sol, mais sans trop savoir ce qui se passait. Et en fait, elle nous a fait passer carrément devant tout le monde. Et pendant qu'on marchait, en fait, je lui ai dit, il y a moyen de prendre une photo pour le site. Et elle me fait oui, oui, on verra, on verra. Et du coup, elle me colle juste derrière celui qui est en train de faire dédicacer un truc. Et moi, j'arrive, j'ouvre mon bouquin, je le pose devant Giger et je le regarde pas, tu vois. J'étais non, non, je peux pas le regarder, c'est Dieu, quoi, tu vois. Et là, en fait, comme il bougeait pas, tu vois, j'ai fini par lever les yeux et puis il me regarde et puis il dédicace. Et là, je sens des bras qui me poussent, mais encore une fois du mauvais côté, c'est-à-dire en fait de son côté à lui. Et la dame qui fait demander lui pour la photo, je dis, je peux prendre une photo? Et il fait oui. Il y a ma pote qui voulait prendre la photo, qui fait non, je peux pas. Elle passe l'appareil à mon ami qui était à côté, qui prend la photo. Moi, j'étais comme ça sur Giger, tu vois, j'avais mes mains qui étaient en contact avec lui. J'étais là, ok, je veux mourir maintenant. Et en fait, mon pote a pris la photo, je me suis relevé, j'avais toujours la main sur l'épaule de Giger. Et Giger m'a regardé. Et je me suis dit, ok, c'est ton moment, mec. Faut que tu dises une phrase intelligente, faut que tu fasses un truc magique, tu vois. Et là, je l'ai regardé, je me suis mis à pleurer, je lui ai fait, vous savez, je vous adore. J'ai pris mon bouquin, j'ai tapé un bisou à la dame, et je suis parti en chialant. Mais attends, l'anecdote s'arrête pas là. L'anecdote s'arrête pas là. Parce que ça, c'est mignon. Il y a une version moins mignonne. C'est qu'en fait, donc après, on est vite sortis. J'ai chialé dans les mains de mon meilleur ami pendant tout un moment. Et genre 3 ou 4 jours après, je suis retourné à la Halle Saint-Pierre. Et j'avais acheté des bons becs, enfin tu sais, des chocolats qui coûtaient une blinde pour la dame en question. Et j'étais arrivé, j'ai demandé au gars parce qu'elle était pas là. Je dis, est-ce qu'elle est là, la dame? Je lui décris et tout. Il me fait, ah, mais ça, c'est la directrice du musée. Je fais, ah ouais. Et donc, voilà, quoi. Bon, je l'attends et tout. Puis là, elle arrive avec les cheveux détachés. Et puis, elle me regarde. Et puis, pour se moquer, elle me fait, j'espère que vous allez pas pleurer. Je fais, non, non, ça va. Et tout. Et elle me dit, elle me fait, alors, elle me remercie pour les chocolats et elle me dit, je vais vous dire quelque chose qui va vous faire de la peine. Mais elle me fait, tant pis, je vous le dis quand même. Elle me fait, quand il a vu que vous pleuriez, il m'a demandé pourquoi vous pleurez.
et je lui ai dit que vous étiez tellement fan, que vous étiez venu voir plein de fois son expo, et que vraiment, elle me fait pour moi, vous aviez votre place ici plus que plein d'autres gens, et c'est pour ça que je voulais vraiment vous faire passer devant tout le monde pour être sûr que vous ayez votre dédicace. Et elle m'a dit, elle me fait le problème, c'est que il m'a dit, waouh, c'est touchant, il était ému, c'est pour ça qu'il pleurait. S'il vous plaît, allez me le chercher, je lui parlerai une fois que ce sera fini. Et elle me fait, je vous ai cherché partout et je vous ai pas trouvé. Non, non, c'est affreux, ça. Ah, c'est, Wow. C'est quand même une anecdote mignonne. J'en Ben, garde c'est quelque le- chose de joli. Et j'ai une c'est très le- belle photo. Ben, ça serait le fun si tu pouvais partager la photo avec nous. On pourrait la mettre sur en Bien dessous sûr, de l'émission. bien sûr, bien sûr. Écoute, John, Bien sûr. anecdote incroyable. Merci beaucoup de t'être joint à nous Merci à vous. aujourd'hui. Merci, Ça vraiment. fut un plaisir de te rencontrer, de comprendre le personnage. Mais écoute, j'espère que tu vas revenir avec nous éventuellement sur le show pour parler d'autres choses. On trouvera un sujet Avec pour que tu plaisir. puisses revenir. On pourrait bitcher contre Elzam Blas, ça serait super intéressant. Donc voilà. Merci beaucoup tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Merci aux bières philosophales qui nous nourrissent toutes les semaines. Et n'oubliez pas d'aller d'aller nous trouver sur Spotify, Apple Podcasts, Facebook, YouTube. Et pour finir, le mot de la fin, Elzam Blas, c'est... Ben, le mot de la fin, en fait, ça va être juste une petite phrase. Hein. Vous savez ce que fait un vampire lutteur pour vaincre son adversaire? Non? Ben, il lui fait la prise de sang.